Pour notre première incursion dans les coulisses du Musée français de la photographie, nous sommes aujourd'hui dans les réserves qui sont dédiées au matériel. 25 000 objets, 50 000 imprimés, 1 million d'images, ça demande quand même pas mal de travail. Donc nous allons retrouver Laurent Laliberté, le directeur du Musée français de la photo, qui va nous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc Laurent, bonjour, on est ici dans le SAS et je vois qu'il y a déjà pas mal d'objets sur les étagères ou qui sont emballés. Oui, c'est ça, c'est le sas d'entrée dans nos locaux. Alors, on dit sas d'entrée parce que c'est ici qu'on met les objets qu'on ne considère pas encore propres. On a une conception un peu excessive de ce qu'est le propre en matière de conservation. Donc les objets arrivent, soit parce qu'ils étaient conservés dans d'autres locaux, soit parce qu'ils viennent d'être acquis, on vient de nous les donner. Alors, une des particularités, c'est qu'on a des objets qui sont faits de plein de matériaux différents. Pour les appareils photo anciens, par exemple, on va avoir du bois, du cuir, parfois du caoutchouc naturel, éventuellement du tissu. Quand on est sur des matériels plus modernes, on va avoir des plastiques, différents métaux, et puis dans tous les cas du verre, notamment dans la partie optique. Alors pour tout ce qui est des matériaux organiques, le bois, le tissu, le caoutchouc naturel, etc., avant même d'arriver ici, ils ont passé 3 semaines en anoxie, c'est-à-dire qu'ils ont passé 3 semaines dans des caissons dont on a enlevé tout l'air pour le remplacer par de l'azote, dans le but de tuer tout ce qui pourrait rester comme parasites qui peuvent attaquer le bois, le tissu, le caoutchouc, etc., etc. Et donc c'est la partie entrée. Alors ici on a par exemple une cabine photomaton des années 60 qui attend encore emballée d'entrée pour un démontage partiel et pour un nettoyage. Et puis on a toute une série d'objets. Ici on a du matériel d'éclairage de studio qui date là encore plutôt des années 50-60. Et puis différents matériels qui sont en attente de traitement et qui viennent d'arriver chez nous. D'accord. Je vois que oui, c'est quand même une belle pièce là, ce photomaton. Il vient d'où par exemple ? Alors, celui-là, en réalité, est revenu d'un ancien stockage, c'est-à-dire qu'il y avait toute une quantité d'objets qui étaient conservés par le musée dans des conditions pas tout à fait appropriées, un peu loin d'ici, et il est revenu récemment, et donc il est en train, on va dire, d'entrer dans les réserves qui sont adaptées à la conservation sur le long terme des objets. Et c'était une donation Ça vient d'une donation, ça vient en effet d'une donation un petit peu ancienne. Alors dans son histoire, le musée a reçu parfois de très grosses donations, par exemple à l'occasion de la fermeture dans les années 80, à l'occasion de la fermeture des usines Kodak à Sevran. Il a reçu énormément de matériel et d'archives qui venaient de chez Kodak. Donc ici les objets restent en quarantaine, oui. Et l'étape d'après c'est quoi alors ? Alors l'étape d'après, ça se passe de l'autre côté de la porte, et on va voir donc les premières opérations de traitement. Donc là il y a des super objets. Alors voilà, donc ça, première salle de travail, où on va mener principalement 2 opérations en fait. L'une qui consiste à opérer, c'est le cas le plus fréquent, un démontage sommaire, et qui va enchaîner avec un dépoussiérage des objets. Alors c'est évidemment en même temps le moment d'aller constater le détail de son état, y compris de son état éventuellement de dégradation, qui va être documenté ensuite, y compris documenté informatiquement. Et donc ici on a une lanterne de projection qui date du tout début du XXe siècle, et là qui donc vient d'arriver après le SAS. Et puis de l'autre côté, on verra ça ensuite, là on est un peu dans une étape ultérieure, on est en train de préparer un conditionnement, un emballage spécifique pour des cannes, alors qui ne sont pas de vraies cannes, puisque en réalité dans ces objets se cachent des trépieds pour appareils photo, qui datent là encore du début du XXe siècle, et vous voyez que là on va fabriquer un emballage, un conditionnement bien spécial qui permet de les protéger durablement. Là, cet objet, là, cette lanterne est magnifique. Où est-ce qu'on trouvait ce genre de... Ouais, donc c'est une lanterne de projection, c'est-à-dire que ça sert à projeter des images qui sont sur des diapositives, en quelque sorte, sur des plaques de verre. Alors, les usages étaient variés, mais il y en a un qui était, en tout cas, extrêmement massif, c'est notamment dans des contextes d'éducation, on va dire, de formation, d'éducation. Alors, soit l'éducation au sens où on le conçoit aujourd'hui, soit parfois, et on conserve pas mal d'objets de ce type-là, utilisés dans des contextes religieux, d'éducation religieuse, et donc c'était dès le 19e siècle, en fait, on s'est dit que la photographie était un outil formidable en matière de pédagogie. Et donc on utilisait des séances de projection, parfois devant des auditoires assez vastes, parce qu'il pouvait y avoir plusieurs centaines de personnes, projection sur écran d'images qui étaient des supports à l'apprentissage. D'accord. Je suppose que pour restaurer ce genre d'objet, il faut quand même avoir une formation assez pointue. Comment on devient
restaurateur de... Alors il y a plusieurs voies, plusieurs métiers et plusieurs voies. On peut être restaurateur, on peut être plus spécialisé en conservation. Globalement, on passe par l'Institut national du patrimoine, par l'école du Louvre ou par des diplômes universitaires spécialisés dans les différents domaines. Non seulement il y a, on va dire, différents domaines techniques, mais il y a aussi différentes spécialités liées aux matériaux qui sont utilisés. Évidemment, on n'a pas la même formation selon qu'on travaille sur de la peinture à l'huile, sur des photographies ou sur des objets en métal un peu rouillés, comme celui qu'on voit ici. Donc méticuleux et pointu. Plutôt, en effet. Et donc ici, le travail qui est mené consiste à éliminer, on va dire, la première couche de rouille, de corrosion, de manière à rapprocher l'objet de son état d'origine, mais en termes visuels, on va dire. Donc là, les objets ont été dépoussiérés, restaurés, prêts à être stockés. La prochaine étape, c'est quoi, du coup ? Alors, il y a une série d'étapes. C'est un gros morceau ici, c'est toute la partie de ce qu'on appelle l'inventaire, qui va consister à décrire, en l'occurrence dans une base de données informatique, à décrire précisément toutes les caractéristiques de l'objet. Alors parfois, il y a bien sûr les caractéristiques physiques qu'on peut observer, comme ses dimensions, etc., etc. Mais il y a aussi, on va chercher à les documenter, savoir par qui ils ont été fabriqués, quand ils étaient utilisés, à quoi ils étaient utilisés. Alors parfois, c'est assez évident, mais il y a d'autres moments où ça demande plusieurs jours, voire plusieurs semaines de travail dans les centaines de mètres de documentation technique que nous conservons aussi. Alors voilà, c'est l'essentiel de ce qui va être opéré ici. Donc on documente les objets, ils entrent dans la base de données qui permet de les retrouver. Et puis on va éventuellement, ça on le verra plus tard, les faire passer par la numérisation. On va les photographier et puis on va les conditionner. D'autres types d'emballages pour, là encore, pour les conserver sur le long terme, avec toujours notre système qui consiste à mettre des numéros partout, parce qu'au milieu de 25 000 pièces de matériel, évidemment, quand on veut retrouver quelque chose, on a intérêt à avoir identifié très précisément le système de classement et de rangement. Je vois qu'ici il y a des super appareils photo, donc on est où là ici ? Alors ici c'est un de nos studios de numérisation des objets 3D comme on dit, c'est-à-dire en l'occurrence là ici des matériels, des appareils photo. On est en train de photographier une chambre là encore du début du XXe siècle avec ses châssis qui portent les plaques et ses optiques. Alors la numérisation c'est un peu... une spécificité du musée depuis maintenant 2003 en fait. Ça fait près de 15 ans qu'on numérise les collections. On fait des prises de vue en très haute définition qui vont nous permettre non seulement de faire un usage de publication éventuellement, un usage scientifique parce que ça nous permet de regarder les objets de près sans aller les sortir de leur contenant. Et puis peut-être surtout, ça nous permet d'avoir sur le site internet qui est alimenté en permanence quelque chose comme aujourd'hui 25 000 objets et images qui sont visibles et qui évidemment ne sont visibles que sur le site internet puisqu'on n'a aucune place pour montrer autant d'objets ou d'images. Donc là, on est dans la réserve, c'est le dernier lieu où arrivent les objets, il y a beaucoup de cartons, beaucoup d'étiquettes. Ouais. On est un peu des obsessionnels des étiquettes. En fait, pour être plus sérieux, évidemment, avec les dizaines de milliers d'objets qu'on conserve, on est obligé d'avoir un système de repérage extrêmement précis. Donc on va repérer rayonnage par rayonnage, étagère par étagère, carton par carton, avec un numéro qui nous permet de retrouver... Alors parfois, dans ces cartons, il y a un objet, parfois il y en a 10, parfois il y en a 15. On a besoin d'un système de repérage extrêmement précis pour être capable de remettre la main dessus. Et donc en effet, c'est un lieu de stockage, parfois de stockage de longue durée, mais aussi de stockage avant exposition. Expositions qui peuvent avoir lieu au musée à Bièvre, qui peuvent avoir lieu hors les murs, comme on dit, dans d'autres lieux en Essonne par exemple, ou ailleurs, et puis expositions parfois qui sont organisées par d'autres que nous, puisque l'étendue de nos collections fait qu'on est amené à prêter à pas mal d'institutions nationales et internationales.
J'ai vu effectivement qu'il y avait beaucoup d'objets, des objets assez insolites, un énorme objet là-bas. Oui, alors là-bas on a vu le plus gros objet de toute la collection quand même, hein. Il n'y en a pas 36, des comme ça, c'est un banc de reproduction industriel, ça fait 7,50 m de long, 2,5 tonnes, et c'est, on va dire, un usage un peu particulier de la photographie, parce que ça servait à fabriquer des choses, notamment à fabriquer des circuits imprimés, parce que c'est un objet qui fait de toutes petites images à partir de très grandes, ou de très grandes à partir de toutes petites. Et donc en l'occurrence, avant le numérique et les techniques de fabrication numérique, on l'utilisait pour réaliser les circuits imprimés, les circuits électroniques imprimés. On a vu aussi une chambre de projection qui était qui là encore est protégée, hein, qui servait à projeter des diapositives sur verre au début du XXe siècle. Le premier épisode du Musée français de la photographie, c'est fini. On se retrouve très bientôt pour un deuxième numéro au Centre de traitement des photographies et des imprimés.